Après avoir été embauché par la Fox, Matt Groening a présenté le premier épisode de la série animée Les Simpsons le 17 décembre 1989. Debout tout le monde, c'est la 3e guerre mondiale. Vite à l'abri anti-atomique, on est bombardé. « 18 secondes. S'il y avait vraiment eu une guerre nucléaire, on serait tous morts maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous tremblez tous? Vous avez froid ou quoi? » Au fil des saisons et jusqu'à aujourd'hui, cette série fait de curieuses devinettes sur le futur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser plusieurs prédictions qu'ils ont faites dans le passé, mais le plus incroyable, c'est ce qu'ils prédisent pour l'année 2024. Mais commençons par les noms des personnages principaux, puisque Marge est le nom de la mère dans la série et que la mère du réalisateur s'appelait elle aussi Margaret. Il faut également noter que Maggie est l'abréviation en anglais de Margaret. Le père de la famille dans la série est Homer et le père de Matt s'appelle curieusement aussi Homer. À tel point que même Patty, qui fait aussi partie de la famille Simpson, est entrelacée avec l'une de ses sœurs dans la vraie vie. Et comment pourrait-il en être autrement? Lisa, la sœur de Bart, partage également le même nom que sa sœur dans la vraie vie, puisqu'il a une sœur qui s'appelle aussi Lisa. Malgré toutes ces similitudes, le réalisateur affirme qu'il ne s'agit pas de coïncidence. Bien qu'en suivant cette ligne d'énigme, on peut déduire que Bart représente Matt, c'est-à-dire le réalisateur de la série. Curieusement, dans l'autre série créée par Matt Groening, intitulée Futurama, le protagoniste travaillait dans une pizzeria avant de voyager dans le futur, ce qui correspond curieusement à l'expérience du réalisateur lui-même, puisque les premières bandes dessinées qu'il a distribuées l'ont été par l'intermédiaire de Licorice Pizza. Ce qui est également très frappant, c'est le fait d'anticiper des événements futurs, comme par exemple dans le 22e épisode de la saison 23, épisode intitulé « Lisa devient Gaga », où il a curieusement prédit le spectacle du Super Bowl de Lady Gaga, y compris même suspendu à des câbles. De plus, la ressemblance entre la robe que porte Gaga dans la série et celle de la carte féministe du jeu de société de Steve Jackson est très frappante. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce jeu de cartes, je vous rappelle qu'il existe une vidéo sur cette chaîne dont je laisserai le lien dans le premier commentaire. De plus, en 2015, un petit court-métrage de 2 minutes intitulé « Trumptastic Voyage » a été réalisé dans lequel on peut voir une affiche indiquant Trump 2024. L'affiche commence en 2016, qui est précisément la première fois qu'il a gagné aux élections. C'est curieux que cette présidence puisse être prédite, bien que la réalité soit que tout ça a déjà été prédit depuis bien longtemps, autant que l'année 2000 dans le chapitre appelé Bart to the Future. On voit dans le nom du titre une allégorie claire au film Retour vers le futur, où Bart, grâce à un Amérindien, prédit le futur et peut voir Lisa bosser à la Maison-Blanche en disant qu'ils ont hérité d'une grosse dette de la part du président Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. De combien est-il, secrétaire Van Houten? Nous sommes ruinés! As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. De combien est-il, secrétaire Van Houten? Nous sommes ruinés! Le pays est ruiné? Comment est-ce possible? Et tout ça, rappelons-le en l'an 2000. Curieux au moins qu'il puisse prédire le nom d'un futur président parmi des millions de noms. D'ailleurs, cette prédiction n'est pas du tout encourageante, tout comme dans la petite vidéo du 2015 avec la prédiction de la présidence du 2024. Dans la même image, on peut voir la statue de la liberté enfouie dans le sable, comme ça se passe dans le film La planète des singes. Cette statue enfouie dans le sable dans le film symbolisait non seulement la chute des États-Unis, mais la chute de la civilisation humaine en général. Il est clair que cette image n'a certainement pas été choisie au hasard par Matt Groening. Tout un visionnaire dans la création de la série, puisque dans la 9e saison apparue entre les années 97 et 98, dans cette saison apparaissait un épisode intitulé « Homer contre New York », et curieusement dans celui-ci apparaissait Bart Simpson avec un magazine montrant les tours jumelles accompagnées des chiffres 9 et 11. Quelque chose de similaire à ce que l'on a vu à plusieurs reprises dans la vidéo des messages occultes de Retour vers le futur. Oh,
l'opération Maxibus Priminus. 9 $. C'est moi qui paye. Regardez, elle est zizi top. Et vous êtes trop cool. Oui, t'étais un béton. Et dans la tour numéro 1. Ça suffit, je vais venir t'en mettre. Ouais, c'est ça, Arrête, bouge pas, bouge. Claude Coloche est jour. Demandez à notre Claude Coloche. Essayez pas de chercher une part de pizza de l'autre côté de la rue. Pas pizza, seulement Claude Coloche. Pas bon, bâtonnet. Ah, oh là là, mais c'est dégueu. Vous avez des toilettes là-dedans? Toilette dans le tour. Tour. Terrasse. Merci. Faut pas vous gêner. Voilà une merveilleuse façon de finir cette journée à New York. Coïncidence? Eh bien, malgré ça, certains le penseront. Eh bien, plus curieux d'où clairvoyant, je dirais, est le 20e épisode de la saison 21, intitulé L'œil sur la ville et en anglais, Surveillance avec amour. On y voit à nouveau cette même date à la suite d'une explosion. Également auparavant, en 1993, dans le 12e épisode de la 4e saison, appelé le monorail, il y a des images dantesques à un endroit très étrange, à l'intérieur d'un train. La première image est un zeppelin en flammes qui fait référence au Hindenburg allemand, qui fait partie de l'une des plus grandes conspirations de l'Ancien Monde. Le Hindenburg s'est écrasé en 1937 alors qu'il tentait d'atterrir dans le New Jersey aux États-Unis. Peu après cet événement fatal, comme pour Concorde, les vols commerciaux ont été complètement suspendus. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est lorsqu'une autre image troublante apparaît dans la transition de la caméra, alors qu'une tour ou un bâtiment en flammes apparaît, et il n'est pas nécessaire de déduire grand-chose pour savoir où et à quelle date tout ça nous mène. De plus, vu qu'une seconde avant il nous a montré un zeppelin en flammes, le réalisateur nous fait comprendre que rien n'est dû au hasard. Vu que l'élite voyage sur le monorail tout comme sur le train de Monsieur Wilford dans la série Snowpiercer, ce qu'il indique c'est qu'il y a une relation directe entre ces événements et l'élite, évidemment. Pour terminer cet épisode, il finit par nous montrer un édifice en feu avec une loupe et des gens qui tombent dans le vide à travers un escalier roulant. Une façon plutôt flippante de terminer un épisode. Un événement similaire a été rediffusé dans l'épisode Homer entre en prépa, le 9e épisode de la 24e saison, diffusé le 6 janvier de 2013, où le protagoniste décide de se réfugier dans un bunker prédisant la fin du monde, bien qu'il y ait une ressemblance avec le film Le Monde après nous, Leave the World Behind, surtout lorsque Homer est averti de l'attaque qu'ils peuvent subir, appelée Electromagnetic Pulse, impulsion électromagnétique, rendant toutes les lignes de communication inutilisables, précisément comme ce qui s'est produit dans le même film comme on l'a déjà mentionné. Le fait que le récit de catastrophes et de bunkers ait été fait ne signifie pas que les gens doivent s'alarmer, puisque les catastrophes dans les films sont monnaie courante, mais que Hollywood coïncide non seulement dans les lignes mais aussi dans les formes, est au moins frappant. En fait, quelque chose de similaire qu'on verra bientôt dans une analyse d'une vidéo que je suis en train de réaliser sur les messages occultes dans les clips du groupe Imagine Dragons, où par exemple, la carte de Gleason est apparue pendant une petite fraction de seconde dans l'œil du protagoniste.
Dans cette vidéo, on verra aussi que dans la chanson intitulée Monday, le chanteur Dan Reynolds semble se protéger de diverses catastrophes à l'intérieur d'un bunker, curieusement comme dans la série des Simpsons ou dans le film Le Monde après nous. En plus du fait que Mark Zuckerberg est en train de développer un bunker de plusieurs millions de dollars, cela nous amène à penser que ces informations prédictives qu'il nous laisse sont un message crypté de ceux qui tirent les ficelles et qui peuvent se permettre ce type de sécurité. De même qu'ils introduisent dans le subconscient de l'individu ce nouveau but qu'ils semblent avoir très bien élaboré et planifié. Le fait que les Simpsons anticipent certains événements n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est frappant. Il est évident de penser que Matt Groening a accès à des informations qui, en plus de les connaître, il les montre sous forme de moquerie aux yeux du public. De plus, ces informations prédictives montrées à l'avance servent à normaliser et à faciliter l'acceptation de la population d'un changement radical ou d'un événement catastrophique. Serait-il possible que cette série nous ait révélé dans un épisode qui tire les ficelles? En effet, dans le 12e épisode de la 6e saison, Homer parle de rejoindre une loge de tailleurs de pierre. Je ferais n'importe quoi pour être tailleur de pierre. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? On veut partir. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Et la scène est encore plus évidente lorsque l'on voit les images de ces loges sur le mur. Alors c'est lui le gros chef? De cette loge, il y en a partout dans le monde. Et il y a une prédiction qui dit qu'un jour, celui qui l'élu sera... D'accord. Et maintenant que l'initiation commence, tous les tailleurs de pierre doivent subir le sceau de la foi. Si vous survivez à cette chute de 5 étages, votre détermination sera prouvée. Et je jure sur ce parchemin sacré de ne jamais révéler les secrets des tailleurs de pierre. Logiquement, si la famille porte les mêmes noms que la famille de Matt, cela signifie que la relation qu'il entretient avec ce type de société est assez évidente. Bien qu'il nous l'ait rendu encore plus clair lorsque dans l'épisode intitulé L'enfer du jeu, on nous montrant Charles Montgomery Burns parlant des germes, il montre le visage de Smithers et il zoome sur ces insectes et on nous le dit directement. Les francs-maçons gouvernent le monde. Ils sont tous couverts de microbes immondes, hein, Smithers? Comment cela, monsieur? Les francs-maçons gouvernent le monde! Les francs-maçons gouvernent le monde! Tout ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus surprenant puisque durant les interviews accordées à ce producteur, il a clairement montré la symbologie de la Grande Pyramide et il ne s'en est jamais caché. De plus, un autre fait curieux, c'est que les bandes dessinées créées par Matt avant les dessins animés des Simpsons montrent une ressemblance évidente avec les personnages jaunes. Cela n'aurait rien d'extraordinaire si le titre de la bande dessinée ne s'appelait pas The Big Book of Hell, le grand livre de l'enfer. Quoi qu'il en soit, on verra s'ils devineront la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Bien que tout le monde se soit rendu compte aujourd'hui que l'élection d'un président est triée sur le volet, et non choisie par le peuple bien sûr, c'est pourquoi les messages occultes devinent ce qui va se passer. Car tout cela fait partie d'un plan, et non d'un vote. Rien de ce qu'ils prédisent dans les films ou montrent comme des messages occultes ne se produirait si la population se réveillait et voyait par qui nous sommes réellement gouvernés. Et pas seulement politiquement, mais aussi à travers la musique et la télévision. Et comme toujours, je voulais remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui sont toujours là. Un gros câlin à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours le choix. Chez Dinveo, nous n'avons pas de formule magique, mais nous aimons la littérature scientifique. C'est donc sur la base de données de plus de 1500 études cliniques que nous avons développé des formules hautement concentrées et ultra pures. Nos savoir-faire techniques et notre capacité d'innovation nous permettent de fabriquer des produits qui répondent à toutes nos exigences de concentration, de biodisponibilité et de stabilité. Conjuguer naturalité et efficacité, c'est possible. La preuve ? Dinveo, expert français d'une nutraceutique pure.
Do you want an Oscar? Do you want it as much as a baby? Yes. Depuis sa création en 2011, American Horror Story est un outil puissant entre les mains de l'occultiste Ryan Murphy pour diffuser des symboles obscurs et manipuler l'esprit du public. Et même si les thèmes généraux changent à chaque saison, il existe un fil conducteur unique et spécifique qui relie tous les personnages et toutes les intrigues, la magie noire. Depuis ses débuts, la série a semé des symboles occultes de manière assez évidente et flagrante. C'est pourquoi la dernière saison s'inscrit parfaitement dans ce style que j'ai mentionné. La 12e saison de la série est basée sur le roman Delicate Condition de Daniel Valentine, paru en août 2023. Ça paraît étrange de penser déjà à une version télévisée vu le peu de temps qui sépare les deux dates. Mais voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Et une chose qui est particulièrement frappante sur la couverture, c'est la phrase qu'on peut lire. Son corps ne lui appartient plus. Ce qui implique que l'écriture est aussi trouble que le contenu de la série. Il m'a semblé important de prendre le temps de parler en détail de l'intrigue de cette nouvelle moquerie et de ses protagonistes. C'est pourquoi je l'ai divisée en 2 parties, alors restez jusqu'à la fin et donnez un like à la vidéo. Dans la 2e partie, il y aura un spoiler, donc je vous le préviendrai le moment venu. Pour commencer, la bande-annonce est chargée de symbolisme obscur. Par exemple, ce n'est pas une coïncidence si plusieurs fois des femmes apparaissent en se tenant la main dans un cercle. Cela fait référence au rituel auquel ils participent, tandis que la forme circulaire est une façon de les protéger des entités indésirables, tout comme il n'est pas anodin que ces personnages poursuivent l'enceinte Emma Roberts. C'est de la pseudo-fiction, et je l'appelle ainsi car ce qu'il montre dans ses productions sont des faits qui se produisent tous les jours derrière la caméra. Tu devrais pas fêter un Golden Globe avec ta putain de nouvelle cliente? Moi. C'est pour ça que j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux un Oscar? Tu sais très bien que oui. Est-ce que tu le veux au moins autant qu'un bébé? Oui. Est-ce que tu es prête à faire tout ce que je te dis pour avoir un Oscar? Oui. Kim Kardashian laisse entendre que pour atteindre ses objectifs professionnels, et plus encore, elle doit faire des sacrifices. Une façon assez flagrante de montrer comment fonctionne le système élitiste. Pour ceux d'entre vous qui entendent le nom de Kim pour la première fois, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un personnage connu des médias américains depuis de très nombreuses années pour avoir participé à des émissions de télé-réalité avec sa famille. My name's Kim Kardashian. I'm the dopest and the ropest person in this class. Et non pas parce qu'ils enseignent quelque chose de positif ou encouragent l'autocritique, au contraire, leur place dans l'industrie est donnée par les liens de pouvoir qu'ils ont tissés au fil des ans et aussi par les nombreux actes obscurs qui entourent leur vie. Mais revenons à la série. Comme prévu, les références à l'entité qu'ils vénèrent représentée par une chèvre ou un bouc noir n'ont pas manqué. Il est clair que ces êtres occultes sont obsédés par les petits, et on peut penser que la proposition de Ryan est originale, mais c'est loin d'être le cas. Un exemple est Mother, un film interprété par Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Bref, la production raconte l'histoire d'un couple qui déménage loin de la ville pour trouver la paix et l'inspiration. Mais les choses se transforment en chaos total lorsque des visiteurs inconnus entrent dans leur maison pour détruire tout ce qui les entoure. Comme si les images ne suffisaient pas, au milieu du chaos, la protagoniste donne naissance à son bébé et pour le protéger, le confie à son mari, qui n'a pas d'autre idée que de présenter le nouveau-né à la foule qui finit par le dévorer dans une sorte de cérémonie. Et oui, je sais que les histoires ne sont pas pareilles, mais si l'on y réfléchit bien, le thème central est le même. Sans aucun doute, cette production traite des aspects les plus obscurs d'Hollywood, où les pantins sont contraints de faire des sacrifices littéraux afin d'atteindre la célébrité.
Comme je l'ai déjà dit, les médias de divertissement sont chargés de productions créées purement et exclusivement pour programmer les masses. Et American Horror Story est l'une d'entre elles qui répond parfaitement à ce critère. Depuis son lancement en 2011, cette série a attiré l'attention de plus d'un dans le monde entier, avec des histoires qui pour beaucoup pourraient être qualifiées de fictives. Bien sûr, lorsqu'on prête attention aux détails, on se rend compte que plusieurs des aspects exagérés pourraient facilement se produire dans le monde souterrain élitiste de l'industrie. Mais maintenant, analysons de plus près ce que montre ce grand montage et la manière grossière dont il se moque des masses. Si vous n'avez pas encore vu la série et que vous souhaitez le faire, je vous recommande donc de ne pas poursuivre la vidéo. La protagoniste de ce montage n'est autre qu'Emma Roberts, une actrice que beaucoup connaissent peut-être parce qu'elle travaille dans l'industrie depuis plusieurs années. En fait, elle fait partie des nombreuses personnes qui ont commencé à apparaître sur le petit écran dès leur plus jeune âge. Dans la série, elle joue le rôle d'Anna Victoria Alcott, une actrice hollywoodienne qui tente de tomber enceinte, mais qui pour une raison ou une autre ne parvient pas à concrétiser ses souhaits. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout de suite le misérabilisme. Ouais, pauvre de moi. Tu sais parfaitement ce que t'as fait, Anna. Tu as été une sale petite égoïste. Tu étais parfaite. Parfaite, pourquoi? Nous recrutons des femmes qui veulent tout avoir. Dans ce contexte, elle se retrouve dans une clinique de fertilité bien connue de la ville, qui est bien sûr contrôlée par les adorateurs du ténébreux. De plus, dans le dernier chapitre, il apparaît clairement que le directeur du centre jouissait d'une certaine notoriété et d'une certaine aisance financière auprès de l'élite. Je veux passer un accord avec vous. Ah. Oui. Au risque de vous décevoir, mademoiselle Corbin, j'ai peur que ce ne soit pas comme ça que ça marche. Au risque de vous décevoir, Dr. Hill, j'ai peur que ce soit la seule façon dont ça puisse marcher. Je peux vous offrir la vie dont vous avez toujours rêvé. Je peux vous envoyer toutes les patientes les plus riches et les plus célèbres et prêtes à tout pour avoir un bébé et donc à dépenser une fortune pour un bébé. Vous serez bientôt le spécialiste en fertilité le plus renommé de toute la ville de New York. En plus, vous aurez toujours l'air aussi jeune et fringant. Tout ce que je vous demande en échange, c'est de suivre très exactement les ordres. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un oui? Oui. Petit trésor, c'est lui. Ou elle. Ou elle. Comme disent les jeunes. En d'autres termes, ils faisaient tous partie de la même chose. Et c'est ainsi que la jeune femme atteint son but, tomber enceinte. Mais ensuite, une série de phénomènes étranges commence à se produire autour d'eux, ce qui met en évidence un message qui traverse toute la série. Quoi? Dis-moi la vérité. La vérité sur quoi? Le script que tu m'as apporté il y a un peu plus d'1 an. Celui que tu m'as dit tout simplement de signer et de réaliser sans me donner plus d'informations. Tu n'as rien voulu me dire. Même pas le nom de son auteur, ni de quelle façon tu t'étais procuré. Tout le monde, y compris mes propres agents, pensait que ce film n'aurait pas du tout de succès. En particulier si le premier rôle était Anna Victoria Alcott que tu m'as imposé. Et aujourd'hui, ce film est parmi les favoris des Grands Prix et il vient d'être nommé pour la bagatelle de 11 Golden Globes. Quoi? Tu veux essayer de m'apitoyer avec ton cinéma? L'auteur restera la pièce maîtresse de toute mon œuvre et savoir que je n'en ai pas écrit une seule ligne, même si je dis au monde entier que c'est le cas, savoir que toute ma réussite, c'est du vent. C'est le lot commun de tous les hommes blancs un peu médiocres. Ça fait que je ne me supporte plus. Dis adieu à l'auteur. Pardon, je comprends pas bien. Tu sais que t'en as fait des sauvegardes sur ton disque dur, n'est-ce pas? C'est le symbole. Je vais aller voir la presse. Je vais leur dire la vérité. Je dirai tout sur nous deux. Il faut que j'aie bonne conscience. Chérie, dans le show business, je ne connais personne qui ait bonne conscience. Oh, putain! Waouh, c'est vraiment pas de bol. Au moins, ça fera de la publicité pour le film. Tout mon concept, c'était d'utiliser mon propre sang menstruel comme matériau de base, donc il a fallu que je le recueille, que je le préserve et que je le conserve assez longtemps. Tout le monde a cru que j'étais barge. C'est comme ça pour toutes les femmes qui finissent par être reconnues comme des génies. C'est parce que la douleur est source d'évolution. Ton père est, comme nous le savons, un homme compliqué. Bien sûr, il y a bien eu une époque de ma vie où je l'ai aimé. Mais avec tout le travail que j'ai fait avec
avec Eugénia. Eugénia est un charlatan. C'est une psychologue très brillante, qui en plus se trouve être une des plus grandes expertes en récupération mémorielle, après des abus sexuels satanistes ritualisés. Voilà pourquoi c'est un charlatan. Nous avons pu faire un travail en profondeur depuis l'année dernière. Samy, il n'a jamais abusé de toi. Je sais que c'est très difficile à entendre, mais ton père a passé des années à me droguer et à me forcer à faire des choses monstrueuses. Il m'a imposé des souffrances dont je ne me souviendrai peut-être jamais. C'est comme ça que tu es venu au monde. Le diable peut être beau lui aussi. Et tu le trouveras chez les gens que tu n'aurais jamais soupçonnés. En effet, à un moment donné, une femme qui s'avérera plus tard être une sorcière dit ce qui suit à Anna. Mais, pour être franche avec toi, ça me dépasse complètement qu'une femme puisse vouloir un gosse. Oh, il y a des bons côtés. T'attends toute ta vie d'être enfin libre de faire tes propres choix, et quel est le premier choix stupide que tu fais? Donner naissance à un être complètement inutile, qui va juste accentuer le réchauffement climatique, ruiner ton corps, et qui en plus dépend intégralement de toi pour survivre. Et même si sa grossesse est censée être une bénédiction, on se rend vite compte que c'est tout le contraire qui se produit. Dans plusieurs scènes, on peut voir une sorte de dame corbeau marchant avec une chèvre et regardant fixement Anna. D'ailleurs, toute la série est pleine de symboles de corbeaux. Et plus tard dans la série, on finit par comprendre que ce sont ces mêmes personnages en noir qui fécondent l'actrice, faisant d'elle la porteuse d'un être totalement obscur. Oh, mais quel bébé radieux. Vraiment radieux, en effet. Il a patienté plus de 6000 ans pour venir au monde. C'est atroce. C'est très bon pour lui. Je peux pas continuer. Tu ne voulais pas être maman? Ce n'est donc pas un hasard si lors de la cérémonie des Oscars, notre protagoniste finit par remporter le premier prix après avoir clairement renoncé à ce qu'elle portait dans son ventre. Je suis venue vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? Mais avant que quoi soit trop tard? Ils sont en train de maltraiter votre bébé. Ce sont elles, croyez-moi. Les femmes avec qui le docteur y travaille. Quoi, vous parlez des patientes? Elles font semblant de l'être. Et elles lui apportent de nouvelles patientes et leur font de terribles choses après. C'est ce que vous subissez en ce moment. Il fait quoi? Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûre, c'est que si le docteur il a pu devenir le numéro 1 des spécialistes de la fertilité de tout New York, c'est parce qu'il a fait des sacrifices. Tous les formidables nommés de cette... L'Oscar est attribué à... Félicitations. Anna Victoria Alcott, dans l'auteur. Par conséquent, lorsqu'elle monte sur scène, elle a une perte. D'ailleurs, Siobhan, ou Kim Kardashian dans la vraie vie, joue un rôle important dans cette série. Elle a été l'amie et la publiciste d'Emma, mais à la fin, elle dévoile ses véritables intérêts. Mais qui es-tu en réalité? Idiote, c'est moi la véritable auteure. Et c'est moi qui contrôle le monde. Elle est en fait la chef d'un sabbat de sorcières, et grâce à ses forces obscures, elle manipule toute l'industrie pour obtenir les résultats qu'elle souhaite. Juste après avoir reçu le trophée, la protagoniste est emmenée dans une sorte de parking pour donner naissance à l'entité qu'elle portait, et lorsque les caméras font un zoom arrière, on peut voir que la civière se trouve au milieu d'un pentagramme inversé. Une référence claire au fait qu'on assiste à un rituel. Mais ce n'est pas tout, car ensuite le décor change complètement pour se transformer en un appartement entièrement rouge, une couleur totalement symbolique pour ces êtres. Ainsi, la leader lui révèle qu'elles élèvent des bébés démons pour ôter la vie à tous les hommes de la Terre. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Hollywood mélange sorcellerie et rituels occultes et l'associe au mouvement féministe. On n'est pas prêt pour ça. T'as 30 ans. Et j'ai ma propre putain de boîte à gérer. C'est pas... Il faut que j'aille travailler. On va jamais pouvoir avoir d'enfants. Je ne sais pas si je veux des enfants, Dex. Je te l'ai dit dès le début. Et t'as répondu?
que tu voulais quand même qu'on se marie. Et alors que l'on pensait avoir tout vu, un fantôme apparaît à l'actrice et lui fait répéter Estia, en référence à la déesse grecque du foyer et du feu. N'oubliez pas, j'ai baptisé ce restaurant Estia parce que ça veut dire foyer. Estia est la déesse grecque du foyer, de la maison et de l'hospitalité. Tout cela pour contrecarrer les chants des sorcières. Elle parvient ainsi à faire disparaître Kim. On pourrait donc logiquement penser que le mal est passé. Mais au bout de quelques minutes, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Dans la scène finale, Anna tient son bébé dans ses bras en portant la coiffe de Siobhan, puis regarde son Oscar sur le mur, ce qui nous permet de déduire qu'elle a tout obtenu. Mais loin de la victoire du bien, on peut voir derrière eux plusieurs animaux empaillés en forme de chèvre, ce qui laisse supposer que le mal est toujours présent. Et pour couronner le tout, on entend au loin des chants occultes tandis qu'elle saisit son Oscar. Bref, l'être obscur a sans doute trouvé son remplaçant. Rappelons que dans les séries cinématographiques et les productions élitistes, sa divinité ne perd jamais. D'ailleurs, un certain nombre d'événements de la série donnent un aperçu de la manière dont le système fonctionne avec les pantins qui décident de trop parler. Ils ont également pris le temps d'inclure ceux et celles d'entre nous qui osent critiquer le système. Dans cette vidéo, je me suis concentré sur l'histoire centrale, mais il y a sans aucun doute beaucoup plus de matériel à analyser. Si vous avez l'intention de visionner cette série, je vous conseille surtout de ne pas écouter les évocations du mal mélangées à la musique d'ambiance, c'est de la vraie sorcellerie. En résumé, dans la série, ce qu'ils veulent transmettre dans le subconscient, surtout aux jeunes filles, c'est en quelque sorte de tout inverser, criminaliser le désir d'être mère, ou en quelque sorte leur dire que c'est quelque chose de diabolique qu'elles doivent éviter, et que le mieux serait de chercher leur succès et leur célébrité, et de se rebeller contre le patriarche parmi beaucoup d'autres choses. Ouvre les yeux. Tout cela faisait partie du plan. Je te souhaite enfin la bienvenue. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous, jusqu'à ce qu'on ait accompli notre mission. C'est quoi votre connerie de mission? C'est de sauver le monde, grosse de brille. Nous engendrons des créatures qui vont développer des super pouvoirs. Elles seront plus fortes. Elles seront plus rapides. Elles seront plus féroces. Elles seront plus cruelles. Nos créatures vont rendre à l'humanité toute la grandeur qu'elle devrait avoir. Et les créatures qui naîtront de mes ovules et du sperme de mon fils seront les plus puissantes de toutes. Ce seront nos Napoléons qui commanderont une armée de leurs cousins pour tuer tous les mâles de la planète. Excepté ceux qu'on gardera comme esclaves sexuels. Nous bâtirons enfin un vrai matriarcat. Notre utopie. Ça n'a rien d'une utopie si vous devez tuer des innocents pour obtenir ce que vous voulez. Bien sûr, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'hommes. Les hommes continuent à dévaster nos écosystèmes au moment où nous parlons. Nous ne nous remettrons jamais des dégâts que la masculinité toxique a causés. Notre unique espoir est d'éliminer tous les tyrans et les systèmes par lesquels ils nous détruisent. Et de les remplacer par un nouvel ordre mondial. Un ordre fondé sur l'amour et la solidarité féminine et non l'oppression et le machisme. Tu vois, ça m'étonne sincèrement que j'ai pas fini à l'asile. Sérieusement, j'étais à ça de descendre la 5e avenue en courant et en hurlant « J'emmerde le patriarcat !» Sans blague. T'es célèbre maintenant et c'est vrai que parfois c'est super chiant. T'as une semaine pour te reposer et pleurnicher. Et après, tu te remets en scène. Je me remets en scène. La beauté est une course et je t'ai obtenu la couverture de Vogue. De Vogue? Je suis personne, moi. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais que vous vous abonniez et que vous commentiez ce que vous en avez